Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Dans cette nouvelle interview, je reçois Pierre Pila Detto Braida, ancien policier, formateur, préparateur mental et hypnothérapeute au parcours aussi riche qu'atypique. De pompier volontaire à champion de jiu-jitsu brésilien, de la brigade d'intervention à l'accompagnement thérapeutique, Pierre a vécu plusieurs vies en une seule. Dans cet épisode, il nous partage son regard sur le changement, la peur de se réinventer et cette idée essentielle. On n'a pas besoin d'un seul chemin pour donner du sens à sa vie. Une conversation passionnante, pleine de sincérité et de nuances, qui vous fera peut-être voir votre propre parcours sous un autre angle. Vous êtes prêts ? Bonne écoute. Bonjour Pierre, Bonjour Mola. comment vas-tu ? Très bien. Alors Pierre, aujourd'hui, je suis hyper contente que tu aies accepté de venir pour cette interview. Avec Pierre, c'est un peu particulier parce qu'on se connaît plutôt bien quand même maintenant. On se rencontre en formation d'hypnose. Donc voilà, on a accroché assez vite et on est resté en contact pour la petite histoire. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué chez toi, c'est ce parcours incroyable que tu as eu au cours de ta vie. Donc, j'en dis pas plus, je vais te laisser te présenter, mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant aujourd'hui parce que comme tu le sais, le podcast, il est vraiment autour du changement, qu'est-ce qui fait que les gens changent, qu'est-ce qui fait qu'ils ne changent pas. Et le fait que tu aies pu passer par tous ces différents métiers au cours de ta vie, et encore aujourd'hui, voilà, tu as différentes casquettes, je trouvais ça hyper intéressant et peut-être que ça inspirera certains de nos auditeurs, auditrices aujourd'hui. Donc voilà, je suis vraiment contente que tu sois là. Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent ? Ok. Bon bah déjà merci Mona. Merci de ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là, de partager cette heure avec toi et merci de l'opportunité aussi. Avec plaisir. Du coup, alors pour me présenter, donc je m'appelle Pierre Pila Detto Braida. Je suis également connu sous le nom de Pierre Pila, mais dans une autre vie. Des fois, on plaisante, je dis j'ai deux identités. Aujourd'hui, je suis donc hypnothérapeute, préparateur mental, formateur en entreprise. Ça, c'est mes casquettes actuelles. Et c'est déjà pas mal. Ça fait, oui, ça fait déjà 2-3 trucs. Du coup, oui, alors j'ai un parcours particulier, enfin, qui est ce qu'il est, mais j'ai commencé, moi, en effet, en tant que professionnellement, j'entends, en tant que policier. Donc, je viens du monde professionnel des forces de l'ordre. J'ai été policier de 2001 à 2000, j'ai quitté en 2022. Voilà, donc ça fait 21-22 ans à peu près. Ouais, un sacré bout de temps quand même. Ouais, donc une partie quand même professionnelle dans la police. Du coup, cette partie-là de ma vie, elle est également, j'ai d'autres casquettes à ce moment-là, qui ont commencé par le sport. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai eu une carrière également de compétiteur dans plusieurs sports d'ailleurs. Maintenant que je mets le point dessus, dans plusieurs sports, mais notamment où j'ai le plus matché, c'est en jiu-jitsu brésilien, grappling, c'est des sports de combat. Donc voilà, là j'ai fait une bonne carrière quand même. J'ai fait une bonne grosse carrière de 2000 à peu près à... Je crois que la dernière compétition, c'est 2017. J'ai également été... j'ai eu plusieurs clubs et je crois que j'avais compté. J'ai eu 7 clubs en tout. Enfin, j'ai donné des cours Impressionnant. dans 7 clubs différents. Tout au long de cette carrière-là, j'ai écrit des bouquins aussi sur le jiu-jitsu brésilien. Oui, j'ai vu ça en tapant Ouais, tes différentes identités sur Google. du coup, il y a une vie, ouais, vraiment où j'étais à fond là-dedans, mais en même temps, j'étais policier et en même temps, j'étais déjà formateur. Donc il y avait déjà plusieurs casquettes. Je crois que j'ai jamais fait qu'une seule chose. Et aussi loin que je me rappelle, c'était, même au lycée, j'étais déjà comme ça. Alors j'étais lycéen,
et j'étais compétiteur en judo parce que j'ai commencé par le judo à 4 ans et jusqu'à 20 ans à peu près. Hem, J'étais bénévole, je donnais des cours déjà de judo. J'étais pompier bénévole, volontaire, pompier volontaire en même temps. OK. Et à l'année de mon bac, en effet, mes vacances, toutes les vacances, je faisais des stages pour passer mes diplômes de formation initiale d'application, de pompier. Je donnais des cours le mercredi après-midi, en judo et tous les matins et j'allais m'entraîner et tous les soirs aussi. Enfin, j'ai toujours eu plein de casquettes, en fait, ça a toujours été un peu dans mon ADN, je crois, de faire beaucoup de choses. C'est hyper intéressant parce que c'est hyper riche du coup et j'ai l'impression que ça a toujours été plus ou moins comme ça, enfin, d'aussi loin que tu te rappelles et comment t'expliques ça? Parce que c'est vrai que le commun des mortels, on a tendance à se fixer sur, une carrière, un chemin, en général, mais qu'est-ce qui fait que dès le départ, toi, tu as eu ce côté vraiment multiple où tu t'as intéressé à plein de choses, où tu as fait plein de choses à la fois? C'est c'est assez particulier quand même. Ouais, alors c'est dans un premier temps, quand tu poses cette question, il y en a une autre qui me vient, c'est comment j'aurais pu faire autrement? Mmh. C'est en fait, ce que je veux dire par là, c'est juste, ça a été quelque chose d'assez naturel, une pente assez naturelle de faire plusieurs choses. Après, c'était pas le bagne non plus, hein, j'étais pas mais ça a été toujours, là. Hem, Comme si, j'avais besoin, je pense, de me réaliser dans plusieurs choses. Mmh. Voilà. Heu, ça a toujours été là. Il y a quand même eu quelques parties de ma vie où je faisais par exemple qu'un métier, peut-être pendant 1 an ou 2. Heu, C'est Tout assez au court. début, ouais, tout Sur au l'échelle début. d'une vie, Ouais, tout au début, quand je suis arrivé à Paris, parce que je suis pas de Paris du tout. Je suis arrivé à Paris en 2001 et peut-être pendant 1 an ou 2, en effet, alors, je m'entraînais à côté quand même, hein, mais c'était pas professionnel, quoi. Mmh. C'était juste en loisir, quoi et par la suite, ben, très rapidement, il y a eu, chez moi, par exemple, le besoin de faire de la formation. Parce que comme j'ai commencé, comme je te disais, j'étais au lycée. J'ai commencé à faire de la formation. Alors c'était dans mon club de judo, hein. J'étais aide moniteur de mon prof de judo. J'étais très content parce que c'était les petits clubs de judo de province, ils se tapaient tous les cours Ouais. depuis tout le temps. Donc le mercredi après-midi, donc je faisais ça et donc ça a dû commencer en 96 et tout de suite, en fait, j'ai adoré. Tout de suite, j'ai adoré, et ça m'a jamais vraiment quitté parce que depuis 96, je crois pas avoir arrêté, tant que ça de donner des cours. Heu, Alors justement, dans la formation, c'est quoi qui te plaît autant? mmh. Mmh, Déjà la première chose, je dirais que je pense c'est plus à titre, aussi de ma construction personnelle, c'était à un Mmh. moment donné, tout au début, bah, de pouvoir être au centre. C'est, moi qui étais compétiteur, hein, j'ai été très longtemps compétiteur, je disais jusqu'en 2017, je crois. Beaucoup, beaucoup de compétitions et je pense que, bon, il y a quand même une pente naturelle à prendre le centre. Je pense que, voilà, c'était important pour plein de raisons. Je pense qu'il y a il y a aussi des failles intérieures, des failles narcissiques, besoin d'être comblées, qui viennent probablement de mon enfance, hein, certainement d'ailleurs, et puis voilà, j'avais besoin de prendre ce truc-là. Donc je pense qu'en premier lieu, c'est cette poussée-là. Mmh. Puis par la suite, il y a quand même un vrai plaisir, dans l'échange. Il y a la rencontre, il y a, de voir les gens, changer, si on revient un petit peu, parce que N'est-ce pas? quelque part à la formation, hem, si on regarde, je vais citer un psychanalyste que j'aime beaucoup qui est Juan David Nasio, qui formait, pendant très, très longtemps à la fac et également, dans les séminaires psychanalytiques de Paris. Mmh. Et je me souviens, j'ai suivi ses cours pendant quelques années et il plaçait tout le temps cette phrase, plus ou moins, au début de ses séminaires, c'est: «Mon enseignement est une influence», qui rajoutait, que j'espère fécond. Et on touche déjà quelque chose de ces termes-là, hein, influence et manipulation, on touche à des domaines, qui finalement ramènent plus à nos domaines d'accompagnement, par exemple. Mais oui, il y a cette idée que, je ne sais pas si j'en avais conscience à l'époque, mais il y a quelque chose de l'ordre de
de pouvoir, transmettre ou en tous les cas, transmettre, c'est peut-être un peu too much, mais je dirais, influencer quelqu'un Mmh. vers quelque chose qui nous semble, bien. Bon, là, on parlait de sport, hein, bien sûr, hein. Moi, j'ai principalement, formé, surtout à cette époque, dans les arts martiaux, dans Mmh. les sports de combat et les arts martiaux et donc il y a une transmission de quelque chose, on va influencer la personne pour qu'elle puisse apprendre quelque chose. Donc il y a cette idée-là, et puis, le troisième point, donc comme je disais, un, c'était au centre, 2, cette idée d'influencer, de transmettre quelque chose. D'ailleurs avec le temps, après par la suite, quand j'ai eu des gens pendant plusieurs années dans des sports de combat, en jiu-jitsu brésilien par exemple, c'était assez drôle, c'est que certains de mes élèves, quand ils allaient dans d'autres clubs, le prof leur disait: toi ton 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 prof c'est Pierre Pia. On voit c'est son jiu-jitsu, on voit sa patte». Donc c'est assez drôle. Heu, bon, il faut quelques années pour ça et puis, je dirais donc le 3e point, c'est la rencontre avec les gens, en fait. C'est la rencontre. Pas avec tout le monde, hein. Mmh, on donne des cours à 40 personnes, on va en rencontrer quelques-unes, mais il y a des vraies rencontres et ça, c'est quelque chose aussi, hein. Donc ces 3 points, je dirais, c'est ce qui me plaît le plus dans la formation. Donc là, je parlais du judo, donc c'était en 96, donc bientôt 30 ans et mais aujourd'hui, dans la formation en entreprise, c'est très différent sur le papier, mais pourtant, c'est exactement les mêmes choses. Je me Mmh. rends compte qu'il y a cette idée, de pouvoir véhiculer quelque chose qui me semble bon, qui me semble OK, qui me semble, être un message qui me semble parfaitement évidemment, hein, c'est très égocentrique, hein, j'ai l'impression que ce message est le bon. Mmh. Heu, mais voilà et puis il y a une rencontre et je le vois beaucoup en entreprise. Je le vois beaucoup parce qu'aujourd'hui dans la formation que je fais, donc depuis 2020, j'interviens dans des entreprises, Mmh. dans plein de missions différentes, hein, c'est des grands écarts aussi, hein. Ça va de la gestion du stress, à la méthode de raisonnement opérationnel, donc ça parlera peut-être un peu moins de monde sur ce podcast, hein, Ça me parle pas non plus donc ouais. qui est finalement les protocoles et les procédures que, par exemple, des gens, qui travaillent dans des métiers de la sécurité, Mmh. vont devoir apprendre et réaliser sur le terrain pour pouvoir faire leur mission en sécurité. Hyper intéressant. Ou le cadre juridique d'emploi de la force, comment, on utilise le code pénal, les codes de procédure pénale, heu, à destination des missions que l'on fait Mmh. et du coup, très, très différent et pourtant, il y a quelque chose de ces rencontres-là, en fait, c'est voilà, c'est ce qui me plaît dans la formation et j'avais le choix il y a quelques années de finalement d'arrêter la formation et j'ai choisi de continuer même si ça représente qu'une peut-être 20 de mon activité sur l'année, hein. Ce que j'adore dans ta manière d'expliquer, le pourquoi ça te plaît autant, c'est que en fait, tu as fait énormément de choses, donc là, tu en as donné une petite partie déjà, mais en fait, le fait que tu nous dises qu'est-ce qui t'a plu dans la formation, j'ai l'impression que ces petites choses qui n'ont en soi rien à voir avec la formation en elle-même que tu vas faire, parce que tu fais plusieurs types de formations comme tu le dis très bien, mais c'est des choses qu'on va retrouver ailleurs, en fait, dans ta carrière de sportif, dans ta carrière, dans la police, d'accompagnant et en fait, j'ai ce truc, en fait, de sortir de, de l'expérience en elle-même, ce qui nous plaît à l'intérieur de cette expérience. Je sais pas trop comment le dire de manière plus claire, mais le fait vraiment de scinder les 2 entre l'expérience et ce qu'on en retire personnellement et ce qui a Mmh. fait qu'on s'y est intéressé, ce qui a fait que, ça nous a parlé à un moment donné. Le fait de pouvoir sortir ça, presque peut-être, l'essence, le jus, vraiment, de cette expérience, ça permet aussi de comprendre le parcours et de savoir qu'est-ce qui vraiment nous fait vibrer dans la vie, quoi. Mmh. Et donc je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que ça colle avec le reste de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais Non, non, ça touche je dirais le concept de but motivationnel, en fait, Mmh. c'est-à-dire que c'est toujours intéressant, cette question que tu me poses là: «Tiens, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Explique-moi», c'est quand même, je dirais une question de base,
quelqu'un qui voudrait, interroger ce qu'il fait déjà dans la vie aujourd'hui, Mmh. ou ce qu'il a envie de faire, si on parle de changement. Je trouve qu'on se pose pas assez la question, Ça, je sais pas si les gens se la posent trop ou pas assez ou juste, mais voilà, ça me paraît quand même en c'est une effet, question de timing aussi, j'ai l'impression, ouais, important. ouais, c'est possible, ouais. Mmh. En tous les cas, voilà, ça pose ces questions de: «OK, c'est quoi les buts motivationnels? Qu'est-ce qui me fait vibrer en effet derrière ça?» Voilà, c'est un peu une question, j'ai envie de dire un peu obligatoire à se poser, à un moment donné. Heu, oui, comme tu disais, pour, finalement séparer, je reprends tes termes, l'expérience de ce qu'on en retire personnellement, et si on n'y en retire rien personnellement, il y a pas le moteur, Mmh. hein. On parle de motivation, de but motivationnel. Heu, voilà, moi je sais que ça fait partie, de ces activités qui correspondent à un fuel, carburant chez moi, qui me nourrissent d'une certaine manière. Et qui me nourrissent qualitativement. Ça, c'est un point important pour moi. C'est finalement comment donner une résonance qualitative, et qui du coup me nourrit et me construit moi-même, encore aujourd'hui, dans les activités que je fais aujourd'hui. C'est important pour moi. Je parle de ça parce que derrière, dans tout processus de changement, notamment pro, on va rester très prosaïque sur le professionnel, il y a souvent des questions, d'ordre plus terre à terre, par exemple financières, organisationnelles, et qui sont, on peut pas les éviter, hein, elles sont inévitables, mais, hem, comme, je dis souvent, quand on est dans l'accompagnement, mais même dans la formation, j'ai la même vision que l'accompagnement. Mais c'est une vision personnelle, hein, on peut très bien faire de la formation, j'ai vu beaucoup de formateurs, qui font une formation, on va dire, un peu hors sol, j'ai envie de dire: «Bon, bah, c'est je vais passer une matière, point barre. Voilà, c'est comme Mmh. ça et puis on va me payer pour ça». Heu, c'est pas ma vision. Hem, Moi, j'ai besoin d'autre chose. Heu, mais du coup, voilà, sans ce fuel-là, voilà, on est des accompagnants, on est ou des formateurs. Comme je dis souvent, on vend pas des chaussures, et sans manquer de respect à ceux qui vendent des chaussures, mais c'est pas du tout la même chose. On peut pas se dire: «Tiens», parfois je vois des trucs, «Ah, les questions à vous poser, quand vous montez votre cabinet, de quoi vous avez besoin, combien vous avez besoin pour vivre? Combien donc du coup vous faites votre séance? Combien il faut de clients?» OK. Moi cette vision-là, bon déjà elle me convient pas, et de 2, je pense qu'elle est intéressante si on vend des t-shirts. Dans l'accompagnement, il y a quelque chose qui fit pas du tout. Quelque chose qui se quantifie pas vraiment, en fait, qui est On peut, j'ai envie de dire, chacun peut faire comme il veut, hein, mais encore une fois, c'est nous l'outil, c'est nous le produit. C'est nous en tant qu'accompagnants, on va donner une on va on va présenter, non pas des techniques, non pas des séances, on on va mettre à disposition une part de nous-mêmes, ouais, voire certains diraient la totalité, bon moi je pense pas, mais en tout cas une part très sincère de nous-mêmes, heu, c'est se mettre à nu d'une certaine c'est se façon. mettre à nu, et heureusement, parce que demander à des gens de changer si on n'est pas capable de nous prendre un certain nombre de risques et leur dire: «Bah» parce que tout changement, il y a une notion de risque, hein. Évidemment, Alors faut pas se le on cacher. va enfoncer des portes ouvertes, mais voilà. Du coup, et tu parlais d'inspiration et de modèle, heu, ça me paraît évident, hem, qu'on a besoin de cette authenticité pour accompagner, et notamment, bah, d'être clair dans ses buts motivationnels, et ouais, moi quand j'accompagne, tout comme quand je fais de la formation, bah, ça nourrit aussi des choses très personnelles, Mmh. et C'est bien d'avoir ce recul. c'est complètement assumé. Heu et c'est hyper important pour moi de le savoir, d'avoir à la rigueur introspecté. Mmh. C'est au-delà d'introspecter, enfin de le faire de continuellement pour, aussi, pour voir quel moment, certaines parties parfois peuvent peut-être prendre le dessus sur, «Tiens, en fait, je suis en train de me faire plaisir moi, mais j'ai oublié, sur le sur la route, j'ai peut-être oublié mon accompagné». Mmh. Ah, c'est hyper riche et du coup,
quand tu me disais cette notion de risque dans le changement, je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Est-ce qu'on pourrait enfoncer encore plus la porte là et rentrer vraiment dans cette notion de risque? Qu'est-ce que toi tu vois comme un risque à changer? Ou qu'est-ce que toi dans, ton parcours, professionnellement, tu as pu identifier, chez toi-même ou chez, des accompagnés par exemple ou des élèves? Mmh. Ce risque, il se traduit comment en fait? Ce risque au changement? C'est intéressant que tu parles des gens que j'accompagnais ou que j'accompagne, mais également des élèves en formation parce que même l'apprentissage de quelque chose de nouveau, c'est prendre un risque de temporairement pas faire comme avant. Mmh. Donc l'enjeu n'est pas le même, bien que pour avoir entraîné beaucoup de gens sur les tatamis, je peux t'assurer que des fois, il y a des gens, tu as l'impression que l'enjeu il est phénoménal, hein, de faire autrement. Mais pour revenir donc au changement, c'est dur. Bien sûr que c'est difficile. On parle de la palissade, d'enfoncer des portes ouvertes. Ouais, c'est dur. C'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est, plus ou moins dur selon les gens. Parce que, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui s'entremêlent, hem, qui sont de l'ordre du timing, de notre psychologie, nos attachements, la façon de nous attacher, hein. Quelqu'un qui nos valeurs prioritaires, hein, quelqu'un qui comme valeur primordiale, la sécurité, la stabilité, la certitude, bah, c'est plus dur que quelqu'un qui a comme valeur principale, la variabilité, le changement. Quelqu'un qui est, orienté vers la sécurité, plutôt que quelqu'un qui est orienté vers la stimulation. Moi, je prends le circonflexe de Shalom-Schwartz. Je sais Mmh. pas si tu vois le Je vois. ouais, tu vois l'espèce de petit rond là, Mmh. avec, le travail, des valeurs. Mais, ouais, donc c'est plus ou moins facile. C'est plus ou moins facile, mais quand même, je pense, je vais pas parler pour tout le monde, j'en sais rien. C'est quand même dur pour tout le monde. C'est quand même dur pour tout le monde. Il faut reconnaître la première chose, c'est pas de banaliser, dire: «Bah», encore moins de poser des injonctions, «Passez à côté de votre vie», ou alors, Oui, c'est très à la mode, ces ouais, on a derniers ouais, jours, c'est les tout le temps. injonctions, je vois quand même l'intention, c'est appuyé sur des éléments motivationnels, mais si une personne a comme motivation principale, comme valeur, la certitude, la sécurité, la stabilité, lui dire, qu'il est en train de passer à côté de sa vie, c'est renforcer son sentiment d'incompétence, en fait, pour moi. Et là, c'est peut-être pas la bonne méthode. En tout cas, pour certaines personnes, ça va être génial et pour d'autres, au contraire, ça engendre de la souffrance pour d'autres. Ouais, parce que ça génère des sentiments de culpabilité, de remise en question, de: «Est-ce que je suis vraiment à ma place ou pas?» Enfin voilà, remise en question de ses valeurs aussi. Et je dirais que selon les personnes, alors certaines personnes un peu provoquent, on dit: «Ouais, oui, justement, il faut déménager, il faut envoyer. Il faut que la personne, ça bouge à l'intérieur. Il faut que ça soit inconfortable». Ouais, Mmh. je l'entends aussi, hein, parce qu'on a ça aussi, hein. Parfois, qu'est-ce que Ouais. j'entends? La zone de confort. Ouais, il faut aller au-delà de la zone de confort. Mais Ouais, personne c'est en pas les mêmes drivers quoi, si personne a envie d'aller, moi j'aime bien c'est Jonathan Bell-Legros, hein, que j'aime énormément, hein, qui m'a beaucoup appris, qui m'apprend encore beaucoup et excellent dans ce sujet, qui disait à un moment donné, ouais, les gens qui disent: «Oui, il faut sortir de sa zone de confort», y compris lui, il accompagne majoritairement des sportifs et des compétiteurs de très haut niveau et il dit: «Mais non, sortir de la zone de confort, c'est personne. C'est facile et c'est un peu contradictoire pour le cerveau, pour tout ça». Et il avait une façon de dire que je trouvais beaucoup plus sympa, qui est l'idée, c'est pas de sortir de sa zone de confort le truc, c'est d'agrandir cette zone. Mmh. C'est de l'agrandir, Élargir, ouais. c'est d'élargir cette zone. C'est d'élargir cette zone et du coup, dans l'élargissement de cette zone, pouvoir reprendre de la mobilité, du changement, d'inclure des actions, parce que la clé est toujours les actions. On parlait tout à l'heure d'un confort. Certaines personnes, l'inconfort, va produire une réaction qui va amener une action parce que qu'est-ce Mmh. qu'on cherche? Le changement, prosaïquement, c'est quoi? C'est une action. C'est OK, je pose ma dème. C'est OK, je Là, je déménage. OK, je je quitte. OK.
Ouais. OK, j'ouvre mon cabinet, OK, je je fais les démarches pour l'URSSAF. Heu OK, il y a une action. Il y a une action. Évidemment, voilà, c'est certaines zones d'inconfort, comme on disait, bah, personnes vont, ça va les pousser à l'action. Et Mmh. pour d'autres personnes, au contraire, c'est un peu comme les zones de, on va dire, de stress, hein, les fenêtres de tolérance. Si c'est too much, bah, en fait, la personne va rien faire. Mmh. Et puis elle va donc du coup, comme tu disais, culpabiliser, avoir des affects, des émotions à l'intérieur qui sont plutôt bad. Derrière ça, ça va ramener probablement, des pensées, négatives qui vont commenter et renforcer l'action en cours et qui vont créer un narratif, tu n'y arriveras pas. Et tu le sais très bien et tu l'as toujours su. Et ensuite, il y aura personne pour donner de la cohérence à tout ça va probablement, s'étayer sur des grandes terminologies actuelles, Mmh. syndrome de l'imposteur, et Oui. cetera, et cetera. Parce que c'est plus confortable. «Ah bah, je suis là-dedans» et tout. Mais on voit qu'à l'origine, Les étiquettes. ouais, les étiquettes. À l'origine, voilà, c'est pas forcément, cette zone, de confort, et le fait de sortir de là, bah, c'est comme je disais, l'injonction, elle est pas toujours, c'est pas toujours la meilleure chose. C'est encore une fois hyper intéressant et quand tu parles de ces changements qui passent par l'action, donc il va y avoir, par exemple, voilà, décider de poser sa dème comme tu dis ou, faire les démarches administratives, pour, par exemple, monter son câble ou sa boîte. Hem, il y a ça et j'ai l'impression qu'il y a aussi des changements, qui sont beaucoup plus lents, tu vois? Des qui sont vraiment sur la durée, presque imperceptibles Mmh. qui se produisent et il y a quelque chose on parlait, toi et moi, au téléphone la dernière fois et tu me disais, voilà, le changement, c'est du perpétuel mouvement, en fait. Tu es toujours en mouvement. On n'a pas l'impression de ça. On s'en rend pas forcément compte. Hem c'est comme, moi j'aime bien prendre l'exemple, voilà, j'ai les cheveux, mi-longs et puis un matin tu te réveilles, tu te dis: «Waouh, mais en fait, ils sont trop longs mes cheveux, il faut que je les coupe» et on n'a pas vu, le cheveu qui pousse de 1 micromillimètre, tous les jours. Sauf que ça vit en fait, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc il y a déjà, ça premièrement que je trouve intéressant à l'explorer et en même temps, cette idée, comme tu dis, de Jonathan Bell-de-Groot qui parle d'élargir sa zone de confort et ben je trouve ça hyper, rassurant Mmh. parce que, tu vois, quand je le vois comme ça, je me dis: «Mais en fait, t'oublies pas tout ce que tu as fait avant. Tu jettes pas à la poubelle tout ce que tu as fait avant. Mmh. Tu capitalises dessus pour voir plus grand et c'est complètement différent que de se dire sortir de sa zone parce que il y a un tu quand tu sors de ta zone, tu te dis: «Bah, en fait, ce que j'ai fait avant, bah, voilà, je change». C'est presque je vais jeter ce que j'ai fait avant, c'était pas utile, voilà, je me suis trompée, j'ai perdu mon temps et c'est pas du tout le même narratif qu'il y a derrière donc Et tu merci pour ça. Ouais, et tu vois les affects que ça crée? Parce que pendant que tu expliquais ça, je te regardais et je regardais aussi ton visage et Évidemment. tes mouvements, la façon, en tous les cas, dont ton non-verbal aussi s'exprimait. Tu vois les affects que ça crée quand tu dis: «OK, bon, bah, les gars, il va falloir sortir de votre zone de confort», et observe ce que ça fait à l'intérieur. OK, sortir de sa zone de confort, et quand tu dis: «OK, maintenant on va faire des choses et vous allez élargir cette zone de confort». Regarde ce que ça crée à l'intérieur. Mmh. Ça, c'est intéressant. Évidemment, tout le monde va pas réagir pareil, mais 2 options, c'est mieux qu'une déjà. Sinon, c'est une injonction. Bon, on est encore dans un dilemme. L'idéal, ça serait d'avoir plusieurs options. Mais, tu vois, rien que ce que ça crée, ce concept-là. Donc, bon, ça revient un peu, si je reviens un peu à la racine, parce que, l'idée c'était: «OK, le changement, ouais, c'est dur. Première chose, c'est de normaliser. Bah, ouais, c'est difficile. Heu, c'est quelque chose qui ne se fait pas simplement. Ça demande du courage, ça demande du questionnement, ça demande du temps». Heu Et il y a des nœuds, par contre, il y a des jalons. Il y a des jalons qui arrivent, et c'est vrai que ces jalons, la plupart du temps, ils prennent, la forme soit d'une action pure. Mmh. «Ah bah, matin, je me suis levé, puis ça y est, j'ai posé ma dème. Ah oui, ça y est», et puis, la copine qui appelle sa copine qui dit: «Ça y est, bah, j'ai démissionné de cette boîte, ça m'a fait du bien». OK, il y a eu une action. Et puis, en amont, il y a eu aussi quelque chose qui s'est produit à l'intérieur. Mmh. Alors ça, c'est la partie la plus intéressante et qui
qui touchent, l'accompagnement, des processus aussi un peu plus lents, moins visibles, qui sont nourris, étayés par plein de choses. Mais, qui n'a pas rencontré dans sa vie ces moments-là où, bah, il y a une sorte intérieur, une sorte de moment où on pèse le pour et le contre, un moment très confusant et je normalise la confusion. Beaucoup dans mes cabinets, les gens disent: «Ouais, je suis perdu», je dis: «C'est très bien». C'est un moment où justement, cet état de confusion, je dis: «Vous savez, l'état de confusion, il est toujours préalable à un apprentissage, à une nouveauté, à un changement». C'est l'exemple type, toi tu on s'est rencontrés en formation. Dans des formations qui sont denses, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on rentre dans un état de confusion, on ne sait plus faire, on ne sait rien faire. C'est flippant, hein, c'est waouh, on perd c'est un moment, je dirais, d'un point de vue philosophique, c'est un moment de vérité. Mmh. Je dirais que c'est un moment naturel. On retrouve, quelque chose de naturel. C'est comme la compétition. Au moment où tu fais de la compétition, tu te retrouves face à ça, une sorte de miroir, une sorte de et tu traverses tout ça. Comme lorsque l'on stresse et qu'on ressent des sensations dans le corps. OK, tout ça est normal, tout ça est normal. Processus de confusion, heu, qui fait que à un moment donné, quelque chose dont on n'a pas les moyens, les compétences avec nos réflexions conscientes de mener à bien, Mmh. qui demande, l'activation d'autres ressources, l'intégration d'autres choses, une maturation et à un moment donné, bah, OK, il y a quelque chose qui se passe en dehors, au-delà du champ, de ce que je vois consciemment, hein. Ce que je vais dire, c'est, pourquoi ce matin je me suis levé, j'ai pris ma décision. Il y a bien quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Qui s'est passé avant et à un moment donné, je dis: «Bah, ça y est, je me suis réveillé, c'était plus possible, je pouvais plus rester dans cette voie. C'est trop tard, ah non, j'en ai marre». Mais du coup, on s'arrête souvent qu'à ça. On se dit, du jour au lendemain, ça s'est passé comme ça et en fait, c'est la partie, émergée de l'iceberg quoi, tu vois? Cosmétique. C'est Moi, j'appelle ça la partie cosmétique parce qu'elle, elle est très visible et elle est obvious quand on voit que ça. Mmh mh. Et en plus, on peut raconter des histoires formidables dessus. On peut créer un narratif, «Il s'est levé, il a dit: "Aujourd'hui, je me mets à courir"», c'était Forrest Gump et puis il est parti, il a fait des allers-retours, voilà, OK. C'est l'exemple, tu vois, dans Forrest Gump. À un moment donné, tu vois, ce film, tu vois, à un moment donné, Forrest Gump rentre dans la maison et il reste tout seul. Il y a tout un plan où on le voit tout seul assis sur, la terrasse de sa maison d'Alabama et ce plan, il dure quelques instants où il est introspectif. Et ça dure quelques secondes, comme ça. Ce plan en soi, on pourrait dire, il sert à rien. Il est long. Mmh Enfin, il mh. est long, gérable, mais il est un peu long. Là, ensuite, je me souviens que le personnage se lève, Tom Hanks se lève, Forrest Gump, et là, la voix, qui fait le narrateur, hein, qui dit: «Ce jour-là, je me suis dit: "Tiens, je vais aller courir sans but particulier"». Et puis il part, et puis tu l'as vu ce film, hein? Et puis Mmh. il Qui n'a fait pas vu ce film? il a fait les allers-retours, bah, je sais pas. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Peut-être, ouais, des gens d'une génération un peu plus récente, film de, je crois, 1994 ou quelque chose comme ça. Mmh. Heu et Il du a pas vieilli, hein, pour le non, coup, non, 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 moi je trouve pas non plus. Et donc il va courir et puis ça va inspirer des gens. Il va pas forcément lui donner un sens, mais sa décision à un moment est prise, il se lève, il part. C'est intéressant ce plan-là, c'est un plan de maturation et en amont, ce plan fait le lien avec tout le reste du film qui est extraordinaire. Il a une vie, rocambolesque avec une histoire d'amour impossible. Heu et du coup, tout va s'étayer. En fait, ce cette petite scène d'introspection juste avant qu'il aille courir, elle représente ce moment où, finalement, juste avant le point de bascule. Mmh. Mais qui correspond à un moment donné, finalement, où on regarde quelqu'un assis et puis qui regarde le vide. Ça reprend un peu cette phase de confusion. Quand les gens viennent me voir, ou même quand les gens, très prosaïquement, si je ramène à la formation, ils sont dans un moment donné où ils acceptent d'apprendre une nouvelle chose et puis on va les mettre en exercice et puis, bah, ça marche pas, c'est compliqué, c'est difficile. Ouais. Et même avant qu'ils viennent nous voir, il y a quand même tout un processus qui se passe Dans avant. l'accompagnement, bien sûr. Ouais. Dans l'accompagnement, souvent les gens arrivent, ça fait un moment là-dedans Mmh. et d'une certaine manière, ces phases-là, elles ont mauvaise presse.
Personne n'a envie de vivre ces phases-là et le problème vient souvent de là. Ouais, tout à fait. Mmh. Comme la personne qui vient te voir et qui dit: «Écoutez, c'est difficile la vie». «Ah bon, qu'est-ce qui se passe?» Puis on discute avec, puis elle s'est dit: «Ouais, en fait, je souffre pour ci, puis ça va, mais je voudrais, une vie sans souffrance». Et ouais, ça, c'est un problème. Parce qu'évidemment, on est dans un monde performatif, consumériste, avec des injonctions au bien-être, à la pensée positive, et qu'une vie réussie, c'est une vie, comme la publicité, Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Des influenceurs. Formidable, les influenceurs, oui. Moi, j'ai des références vieilles, mais tu as raison, les influenceurs vendent ce ce rêve, cet idéal qui qui est comme les sirènes d'Ulysse qui appellent, mais que si tu y vas, en fait, tu y vas jamais. Tu reviens jamais d'ailleurs. Mmh. Heu, c'est ça le truc, c'est que c'est quelque chose de très occidental. C'était dans les cours de Cyril Champagne que j'ai suivis, il y a pas si longtemps, où il expliquait qu'en Orient, on a beaucoup moins cette idée-là qu'une vie réussie, c'est une vie, il y a pas de souffrance, il y a Mmh. pas de doute, c'est une vie où on est positif, heureux. Puis en sous-ton, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette illusion de pouvoir, tout contrôler finalement, parce que ça revient un peu à se sentir tout puissant et en même temps se mettre face à de l'impuissance parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et je pense que c'est ça qui crée ce malaise aussi. Ouais, oui, absolument. Moi, ça fait partie, ouais, de cette équation, Mmh. heu, qui est, voilà, si j'accepte pas, qu'une vie, c'est constitué de moments, on va dire, heureux, parce qu'on peut éprouver de la joie, on peut éprouver aussi, on peut éprouver de la peine, du doute. Ces émotions font partie du bagage, elles n'ont pas disparu au fil de notre évolution, donc elles ont un sens. Construire à travers seulement certaines émotions, seulement certains comportements, bah, pour moi, c'est une source de souffrance. Mmh. De la même manière, être tout le temps clair, que tout soit clair, que tout soit, rangé, clair, compris, ça veut dire pour moi seulement 2 choses. Soit on n'apprend rien et on reste sur nos certitudes, soit, on se ment, tout simplement. Du coup, la zone de confusion quand les gens ils arrivent avant le changement, cette zone-là, qui est douloureuse, hein, qui est difficile, ben, voilà, pour moi, ça fait partie de l'acceptation, dire: «OK, cette zone-là, elle est naturelle» Mmh. et même, c'est très bien de clarifier les choses, comme certains coachs vont faire et c'est super d'avoir de la méthode, de poser, comme on disait, trouver les valeurs qui nous nourrissent, derrière ça, pourquoi, super. Mais quand penser qu'on va faire l'économie de cette période de doute, préalable à la prise de décision, eh bien, C'est se fourvoyer quoi, d'une certaine façon. je sais pas si c'est se fourvoyer, mais je pense que ça aide pas. Ça aide pas du tout. Là, je pense que ça aide pas du tout. Donc le changement, pour revenir à ce que je disais, c'est difficile, ça demande un effort, ça demande de la patience et de l'acceptation aussi. D'accepter ces moments de doute, de maturation intérieure. Pendant un jour, on va dire: «Ah non, non». Comme une sorte d'avocat du diable, on va se faire: «Ah non, non, c'est mieux de rester quand même, machin». Puis peut-être 5-6 jours après, on va avoir l'exact inverse: «J'en ai marre, je pars et tout». Mmh. Et ça, c'est si on se voit comme unifié, si on se voit comme, c'est compliqué. Mmh. Par contre, si on accepte qu'à l'intérieur de nous, il y a comme quelque chose de beaucoup plus avisé que notre pensée consciente, qui pèse le pour et le contre et que probablement, à un moment donné, bah, il y a une partie qui va commencer à se faire entendre plus souvent que l'autre. De façon plus soit plus forte, soit plus juste et progressivement, à un moment donné, cette partie-là gagne Mmh. et on prend une décision et Je sais pas si vous l'entendez, à l'audio, je parle aux auditeurs là, mais moi je suis presque sous hypnose, hein. Je sais pas si ça vous fait la même chose lorsque vous entendez Pierre parler, mais c'est assez perturbant. on Là va on va pardon, je coupe un peu, mais moi j'aimerais qu'on revienne aussi un peu sur, sur ton parcours du coup, mais aujourd'hui,
Hem, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce que tu fais là aujourd'hui, dans quelle proportion? Et comment tout ce que tu as fait, heu, toutes les carrières que tu as eues, c'est venu nourrir, tout ce que tu fais aujourd'hui? OK. Hem, alors, donc aujourd'hui, j'ai un cabinet, à plein temps. D'ailleurs, je viens de déménager, je viens d'en changer. Là, je suis dans le 15e arrondissement. J'étais dans le 16e avant, à Paris. Hem, Ça représente, je dirais, entre 10 et 80 de mon temps. Mmh. Dans ce cabinet, je fais 2 choses. Je fais de l'accompagnement, heu, en utilisant l'hypnose, principalement. Hem, les sujets les plus fréquents que j'ai sont les problèmes de sommeil, les insomnies, les parasomnies, Oui. travaille là. Mmh. Je travaille Sujet beaucoup qui avec ça. concerne pas mal de nos auditeurs et auditrices, d'ailleurs, Oui, j'ai vu que tu avais, n'est-ce pas? j'ai Mmh. j'ai suivi un podcast que tu avais fait avec Aurélie, qui était vraiment, vraiment très bien. Donc, le sommeil, les troubles, anxieux, Mmh. le stress, les troubles anxieux et je dirais ça c'est au moins 50-60. Sommeil, troubles anxieux, phobie. Mmh. Parce que principalement alors moi je n'ai pas de site internet, je fais pas de pub, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire d'après, ce qu'on dit, mais moi j'ai fonctionné avec des adresseurs. Mmh. Donc je travaille principalement, avec des médecins, des psychiatres et des psychologues. Donc très, très souvent, j'ai des gens qui sont dans un chemin thérapeutique heu, avec d'autres professionnels et moi je vais intervenir sur une partie. La personne vient me Mmh. voir pour, le psychanalyste ou le psychologue ou le psychiatre, va me l'envoyer, il dit: «Écoutez, voilà, il y a un problème sur le stress à ce niveau-là, il y a un problème sur, une compulsion». Je fais aussi beaucoup les compulsions, heu et dans la thérapie de la personne, très souvent, je n'interviens que pour une part. Il y a aussi des gens que j'ai en thérapie de façon générale, que je vais accompagner et donc ça, c'est une partie au cabinet et l'autre partie, c'est la préparation mentale parce que je suis préparateur mental depuis 2016. Où j'ai été formé moniteur TOP. Alors les TOP, c'est les techniques d'optimisation du potentiel. Donc j'ai été formé chez les militaires. C'est une boîte à outils en fait, hein, qui servait à l'origine pour les pilotes de chasse. Donc j'ai commencé avec ça. Mmh. Très inspiré de la sophro et de la PNL, hein. C'est une OK. sorte de conglomérat avec, pas mal d'exercices de respiration, un peu de travail de suggestion. On crée des états modifiés de conscience, on travaille sur les boucles décisionnelles, enfin, il y a pas mal de choses donc j'ai commencé avec ça et puis j'ai étayé, évidemment avec d'autres outils dont notamment l'hypnose. Donc en Yes. préparation mentale, voilà, je travaille avec plusieurs outils, parce qu'il y a certains outils qui sont très pertinents en prépa mentale, comme l'hypnose. Mmh. Puis des fois l'hypnose n'est pas pertinent sur une demande, sur une partie de demande. Donc voilà, donc au cabinet, c'est ça et à côté, bah, la formation, c'est comme je disais, c'est divers et varié. Ça va de je travaille beaucoup, encore aujourd'hui parce que, la formation a depuis un an et demi, a un petit peu réduite quand même, hein, les demandes ont un peu réduite. Je travaille principalement donc sur les problématiques de gestion du stress, négociation, gestion des conflits. Et puis vu que j'ai une carrière avant, dans les forces de l'ordre, notamment en groupe d'intervention, pendant 11 ans, j'étais à la brigade d'intervention, j'étais tireur d'élite sur les toits, je faisais partie ensuite de la brigade anti-commando, donc je travaillais sur la libération d'otages, enfin, c'était un truc très, très spécifique avec la Mmh. BRI, hem, et donc du coup, cette casquette me sert aussi pour aller former, dans des unités où ça va être des groupes comme la RATP, la SNCF aussi, où ils ont des contrôleurs, ils ont des gens qui font de la négo et tout. Et voilà, c'est un petit peu la casquette actuelle, comment je fonctionne. Et puis, il y a aussi depuis peu, j'ai signé un contrat avec, enfin, je serai partie prenante de l'équipe, enseignante d'un master de management qui sera à Paris Dauphine. Voilà, donc je travaillerai donc justement avec Jonathan sur l'optimisation humaine. C'est des outils, justement,
d'auto-hypnose, d'hypnose, de top. Donc dans le cadre d'un master 2 avec Harry Dauphiné, quoi. Impressionnant. Je sais pas si c'est impressionnant, c'est Si, je te là, confirme, quoi. je te le confirme. C'est hyper riche et en même temps, on sent comment tout ce que tu as fait dans ta vie, en fait, revient par touche et Oui. comment toi, tu arrives à le transcender, à le partager autour de toi, à vraiment, avec cette casquette de formateur, d'accompagnant, de faire avancer le monde à ta façon, en fait et je trouve que ça, c'est hyper beau. Alors, du coup, oui, tu me disais aussi, il faut que je réponde à ta question quand même, qui est comment on fait le lien avec tout ça? Hem, Parce que là, c'est une version un peu macro, mais si on regarde un peu plus près, heu, donc il y a toujours eu plusieurs casquettes, hein. La casquette donc de sportif, compétiteur et sportif, puis s'est rajoutée celle donc dans les forces de l'ordre, Mmh. puis de formateur. Alors évidemment, au début, c'était dans le club de judo, puis club de grappling, de jiu-jitsu et puis je suis devenu formateur à temps complet ensuite. C'est-à-dire que dans la police, après, groupe d'inter, je suis devenu formateur dans la police, donc formateur, ce qu'on appelle, à l'époque, animateur en activité physique et professionnelle, hem, puis, moniteur de tir, c'était ensemble et puis j'ai quitté le service actif de la police pour rentrer au Centre national d'éducation physique et sportive, donc j'étais formateur de formateurs, je formais les formateurs. Mmh. Donc c'était une autre chose qui m'a passionné, c'est la pédagogie. Enfin, on devrait dire l'andragogie parce que c'est des adultes. Mais bon, on va dire la pédagogie pour Je ne connaissais même pas ce mot, tu vois? ouais, il est très peu utilisé, ouais. Mais voilà, pour que les gens disent: «Ah, pédagogie, c'est pour les enfants». Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la pédagogie pour les enfants est très différente de l'andragogie. C'est pas les mêmes méthodes, J'imagine. c'est pas les mêmes besoins. Ouais, c'est pas les mêmes leviers non C'est plus. pas les mêmes leviers et c'est pas la même construction mentale. Donc ouais, je suis rentré donc au Centre national d'éducation physique et sportive en tant que formateur de formateurs en 2014 et le chef de centre, Alvaro Fernandez, que je salue, était un mec visionnaire, hyper open et d'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé passer le monitorat top qui était assez révolutionnaire. Il y avait pas de policiers, il y avait que des militaires. Donc bon, c'était un contexte particulier, hein, c'était juste après les attentats et le directeur général de la police, en fait, cherchait une méthode, parce qu'il y avait rien, en fait, pour les policiers qui du coup, impactait, très fort entre la charge de travail, le climat qui était ultra anxiogène et puis, bah, la confrontation avec des éléments traumatogènes violents et absolument pas, on va dire, communs, hein, le terrorisme en France, Bien sûr. avec des protocoles, qui étaient inefficaces parce que pour aller, intervenir sur quelqu'un qui prend, un preneur d'otage, il y avait des protocoles, mais quand la personne a décidé que quoi qu'il advienne, elle va mourir en se faisant exploser, les protocoles sont plus utiles. Donc tout ça créait un climat particulier et qui amenait beaucoup de mal-être, dans la police, donc Mmh. à l'époque. Le directeur général de la police nationale a cherché en fait, comment on pourrait, travailler donc c'est donc la quatrième casquette, donc quelque chose de l'ordre de la prépa/santé mentale. Et du coup, il s'est tourné vers les techniques d'optimisation du potentiel qui avaient, cours chez à l'armée et j'ai fait partie de des 2 premières vagues de formateurs, à y aller. Donc on était 3 ou 4 formateurs police, il y avait 2 ou 3 gendarmes et une quinzaine de militaires et donc il y avait des copains du RAID, de la BRI, enfin c'était plutôt des groupes spécialisés Mmh mh. et moi qui étais formateur de formateurs et donc un copain, Geoffrey Brochet qui lui aussi a une carrière, il a quitté la police et monté sa structure de préparation mentale et qui était là aussi. Donc du coup, cette nouvelle casquette s'est fait et moi qui étais au Centre national, qui adorais la formation, je suis rentré en fait dans la entre guillemets «le care» et j'ai eu la chance d'être au Centre national où tout de suite j'ai pu diligenter des cours. Mmh mh. Tout de suite, ben, dès que je suis sorti, le chef de centre a dit: «Ben, on va mettre en place des cours dans la formation des formateurs» qui durait 18 semaines. Donc les formateurs viennent après, avoir réussi l'examen, ils restaient 18 semaines en formation. Donc et week-end compris, donc c'est des formations assez denses. Mmh. Permet à ce moment-là de découvrir le principe des dynamiques relationnelles et émotionnelles dans les groupes. Mmh. C'est une expérience formidable, hein, pendant plusieurs années
Et et donc du coup, moi, je découvre ce monde-là, très différent de ce que je enseignais avant, hein. Mmh. Donc il venait des sports de combat. Je forme beaucoup sur les techniques de défense, sur les méthodes de raisonnement opérationnel et là, bon, bah, c'était, bah, vous allez arriver, on va faire des respirations, on va faire ci, on va faire ça, on va s'occuper de vous. Ça m'a beau C'était en 2015 ça, 2016 et tu vois, on parle de changement et là, à ce moment-là, j'ai compris très rapidement que je venais d'ouvrir un nouveau chapitre de ce qu'allait être ma vie future. Ouais. J'ai compris que c'était ça que je voulais faire. On parle de changement, on parlait de zone de confort, mais on va parler aussi de timing, quoi. Mmh. Peut-être si c'était arrivé 5 ans avant, quand j'étais à fond compétiteur, ça ne serait passé au-dessus. Peut-être ce serait arrivé, 5 ans après, j'aurais bifurqué sur autre chose, mais là, je me suis dit: «Non, là, c'est vraiment génial. Il y a quelque chose de vraiment ouf, heu, c'est ça que je veux faire». Oui, tu as eu cette révélation au bon moment, quoi. Il y a ça. Mmh. Il y a une question, voilà, ce qui ramène au changement, une question quand même de timing, je pense aussi, hein. Mmh mh, mmh. Ou peut-être, comme tu dis, ça me maturait depuis un moment donné et puis, bah, là, ça arrive, ça s'étaye sur quelque chose de réel, de concret. Mmh. Donc tu vois, je suis parti finalement de la police, en 2000, puis en 2003, les groupes d'inter. Pendant 11 ans, moniteur, puis pendant ce temps-là, je faisais ma carrière d'athlète de entre guillemets «de haut niveau», même si j'ai pas le statut, mais je fais plusieurs fois les championnats du monde, championnat d'Europe, championnat de France, enfin, ça tournait plein régime et là, ça arrive un peu, voilà, j'ai 35-36 ans, ça arrive aussi peut-être à un moment Mmh. particulier et là, boum, là, je me dis: «C'est intéressant». Et dans les faits qui sont, on va dire, enfin, dans le factuel, il y a aussi que de 2015-16 jusqu'à 2019, je fais des tops au boulot. Donc j'ai mon boulot qui me plaît, je suis dans un système qui est bien, je peux faire ce truc-là, j'en fais tous les jours, c'est génial. Et puis, le petit coup de pouce du destin, c'est OK, en 2019, bah, le directeur général de la police nationale, il dit: «Bon, bah, c'est bon maintenant, hein. Ah, les gens vont bien, on arrête». Et pour ça et pour te dire à quel point ça coupe, on était en train de faire une formation. Mmh. C'est une formation initiale de 3 jours et c'est le jour 2, on reçoit le télégramme et les gens, on renvoie chez eux. La formation s'arrête là. Pour renvoyer les gens chez eux, c'est ça, on arrête. Waouh, OK. Donc on a arrêté. Ensuite, les tops ont continué en fait à exister dans la police, mais ils ont quitté le centre national, ils sont partis ailleurs. C'est devenu quelque chose en fait, ils ont pas complètement coupé, mais on sent que c'était plus du tout la priorité. C'était Mmh. presque devenu quelque chose, je dirais, vraiment à part et c'était plus la priorité, Mmh. et du coup, moi, je pouvais plus les faire pour la police. Une Donc vraie frustration à ce moment-là, ben, c'est là où je me suis dit, «Pourquoi, je peux pas le faire, Mmh. dehors, quoi?» Mmh. Et je pouvais le faire en dehors. Je m'en suis rendu compte que je pouvais le faire en dehors et Et ça, là, c'est le c'est processus de changement, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, on parlait tout à l'heure de sortir de la zone de confort et d'agrandir la zone de confort et que là, à un moment donné, on pourrait dire: «OK, bah, là, ça te sort de ta zone de confort, tu peux plus le faire, tu as envie de le faire». Mais si je n'avais pas agrandi avant les mmh, zones de tout à confort, fait. probablement, il y a des grandes chances que je dis: «OK, bah, en fait, bah, non, c'est mort, arrête, quoi. Ah, c'est rageant, quoi». Mmh. Et comme ça, et quelque chose s'était étayé depuis un moment, probablement, lié aussi au travail que je faisais sur moi-même parce que j'ai démarré, à titre perso et je pense que c'est le quatrième volet le plus important, c'est celui du travail sur soi. Mmh. Heu, Moi, j'étais en psychanalyse depuis 2013, donc soit c'était 5 ans après, je compte mal, 6 ans après. Donc ça faisait 6 ans à peu près que j'étais en psychanalyse et mes attachements, mes traumas, on va dire les cadres que j'avais, bah, ils n'avaient pas changé radicalement, mais je pense, si on reprend cette, métaphore d'élargir, d'augmenter sa zone de confort, un peu progressivement, prendre la décision, de faire ça professionnellement, mais en dehors de la police, bah, ça pouvait se rapprocher de quelque chose, on va dire, de accessible. Mmh. Pas ultra confortable, mais c'était accessible. C'était accessible. C'est pas sortir violemment de quelque Mmh. chose et dire: «Bon ça c'est impossible, vas-y plonge dedans».
Ça m'aurait fait perso, ça m'aurait fait trop peur, j'aurais lâché. Là, on était dans une zone d'acceptation. J'ai fait: «C'est possible, possible». C'était pas et puis je suis passé par cette zone de confusion. Je fais, je le fais pas. Ah, je vais faire un truc. J'ai trouvé un petit pis-aller. Je dis: «Je vais faire le soir, je vais monter une sauce, faire ça un peu, tout ça». Puis la sauce, on a perdu là, ça. Je sentais que mais peut-être que ça aussi, ça a augmenté un peu, Mmh. cette zone de confort. Et bon, à un moment donné, ben, bah, J'ai l'impression que ça déplace aussi le curseur, presque identitaire de comment on se définit, tu vois? Le fait que, tu aies eu cette opportunité de pouvoir faire ça dans ton métier mmh, à ce moment-là, bah, ça t'a fait déplacer aussi le curseur un peu de ce côté, bah, oui, je suis, formateur, top, et je gagne en maturité, en compétences, je deviens confiant, en fait, dans ma manière aussi d'accompagner et à un moment donné, je me sens assez mmh. pour pouvoir envisager de faire ça ailleurs. Donc ouais, il y a un vrai cheminement, en fait, dans tout ça et c'est aussi profiter et saisir l'opportunité que tu as eue, parce que qui en soi est pas une super opportunité de base parce que du jour au lendemain, on t'a dit: «Stop», mais en fait, tu t'es servi de ça comme tremplin pour aller plus loin et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Moi, j'en reviens à cette zone, moi, j'appelle zone d'acceptation même, je l'appelle. Mmh. C'est-à-dire que cette zone d'acceptation fait qu'à un moment donné, c'est pas, je la définirais si je devais faire une représentation, c'est pas un cercle, vous voyez? C'est pas un cercle avec confort et au-delà de la ligne, c'est inconfortable, Mmh. non. Je dirais que c'est quelque chose de où les contours sont un peu plus flous, comme si c'était une peinture où on passe, c'est comme si on regardait un ciel crépusculaire et que on passe d'un bleu très sombre à un bleu plus clair. Il y a pas une ligne. On peut pas dire à un moment donné, Ouais, du on pourrait jaune. i c'est pas aussi cadré, c'est voilà, il y a des zones d'acceptation et que je pense que là, à ce moment-là, ça rentrait dans ma zone d'acceptation, de pouvoir Mmh prendre mh. et je reviens, aller prendre des risques. Mmh. Prendre des risques et Ouais. puis de marquer des jalons. Je pense qu'aussi tu parlais d'identité, on se construit à travers ce qu'on se raconte, puis ça s'étaye sur du réel. C'est-à-dire, Bien sûr. bah, il y a des petites choses qu'on fait, souvent, bah, l'action appelle l'action et ça, c'est aussi quelque chose qui aide. C'est OK, produire des actions intermédiaires, heu qu'elles marchent pas, mais produire des actions intermédiaires qui vont permettre, bah, d'étayer, d'augmenter, cette zone-là d'acceptation. Mmh. Tout à fait. Progressivement, jusqu'au moment où, bah, les choses peuvent se faire. Parce que vu de loin Ça boucle bien avec ce qu'on s'est dit ouais, plus tôt, ouais. Mmh mh. parce que vu de loin, si on voit vraiment, ce qui les gens quand ils viennent dans un processus de changement, ils ont une vision de loin. Ils disent: «Voilà, aujourd'hui je travaille dans une boîte depuis 15 ans, 20 ans, j'en ai eu plein là, sur les 2 dernières années, des personnes qui venaient me voir et voilà, 25 ans que je travaille dans cette boîte, j'arrive à 50 ans, je peux plus le voir, mais je voudrais être art thérapeute. OK, mais je gagne, 65 000 65, 000 € par an, et puis, bah, en fait, je vois un tiroir d'un côté, un tiroir de l'autre. Mmh. Hyper dur, hyper dur, hyper dur. Donc en effet, il y a besoin d'étayer avec des actions, des faits, il y a besoin de spécificité et puis, comme je disais, à travers tout le travail qu'on peut faire méticuleux, on va spécifier vraiment, des micros objectifs, des points, bah, j'avais des gens qui étaient vraiment très spécifiques et méticuleux, hein, qui arrivaient et qui avaient vraiment leur plan de bataille. C'est super. C'est une condition, je dirais, presque nécessaire, mais carrément pas suffisante, car Mmh. en effet, il y Mmh. a ce principe de, OK, les zones de doute, les zones de confusion. Et OK, bah, ces zones-là, c'est comme des au milieu d'un chemin, il y a des grands nuages de brouillard, on perd tout et OK, on va rentrer là-dedans et c'est OK. Et on peut y rester 2 jours comme 6 mois. Ce qui fait que, voilà, le changement, parler de contrôle, même si on veut tout bien faire, nécessairement ramène à ces points de perte de contrôle. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin là-dedans, même s'il y aurait, Mmh. énormément de choses à dire, mais
Comme tu sais, je pose toujours 2 questions à la fin des interviews. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens changent? Hem, une belle question ça. Ah, qu'est-ce qui fait que les gens changent? Mmh, déjà les gens, ouais. C'est un peu, OK. Oui, je pense qu'il y a quand même, on peut pas faire une recette, qui globalise tout ça. Je dirais qu'il y a probablement plusieurs points. Hem Et je vais parler de moi, ce que j'ai vécu, en tous les cas. Mmh. Et je dirais qu'il y a une poussée déjà. Il y a quelque chose. Bah, ça va revenir à l'idée de but motivationnel, mais il y a une poussée, quoi. Il y a une poussée d'aller vers quelque chose, heu, qui est plus qu'une activité. C'est une poussée qui va vers quelque chose de l'ordre: «Ça me fait sentir vivant, ça me fait vibrer». Mmh. Quelque chose de plus on revient à plus naturel. Quand je dis naturel, c'est dans sa version philosophique. Naturel, c'est qui, résonne en moi. Je pense que c'est nécessaire, qu'il y ait ça. Ouais, ça, c'est important. Je pense qu'il y a aussi, je pense qu'on est des êtres, très ritualisés, qui a aussi besoin, souvent dans le narratif qu'on se raconte, dans notre culture ou en tous les cas dans nos besoins, c'est parfois il y a besoin de jalons. «Ah bah, il m'est arrivé un truc, j'en ai marre. Ça y est, j'en peux plus. Tu sais Mmh. quoi? Tu veux pas?» OK. C'est pas obligatoire, mais je dirais qu'on peut le trouver. Du Et coup, ça c'est prise de conscience, ouais, des petits nœuds broméens qu'on va trancher. Bum, des petits jalons, des prises de conscience. Ça ça peut être ça peut être, hem, qui peut nous arriver à nous ou parfois à d'autres. Mmh. Heu et puis ça peut nous impacter. Je dirais que, je dirais aussi que il y a aussi une part dans le changement où, heu, il y a une part, qu'on n'explique pas raisonnablement. Mmh. Ça peut faire partie des choses qui fait que les gens changent. Le timing, on en parlait, il y a des moments, c'est le bon moment. Le timing peut peut-être être simplement relié à la maturation intérieure, Mmh. de processus qu'on a plus ou moins identifiés, qui se balancent en nous, jusqu'au moment où, comme je te disais, la balance se rééquilibre d'un côté, et puis, ben, enfin, pas se rééquilibre, justement, se déséquilibre d'un côté, puis ça nous apparaît clair. Ouais. C'est en cela que, je fais, petite parenthèse, c'est en cela que parfois l'hypnose, dans les processus décisionnels, peut être intéressante. Hem, c'est Antoine Garnier heu, qui en parle bien et qui est, de stimuler les processus décisionnels par, heu, créer inconsciemment, par suggestion post-hypnotique par exemple, des moments où, où on va continuellement, peser le pour et le contre. Mmh. Jusqu'au moment où un des va commencer à faire un peu plus science que l'autre. On va dire, c'est le processus naturel finalement. Mais c'est intéressant, moi je l'utilise souvent en séance depuis quelques mois, de stimuler ça. De stimuler, parce que, la prise de décision aujourd'hui, et on sait, mais en tous les cas, peut-être jusqu'au moment où on nous prouvera le contraire, mais aujourd'hui quand même, les intuitions des anciens, des Grecs, les intuitions, qu'on avait avant, et puis aujourd'hui les études, étayées par les IRM et les neurosciences montrent que, la décision elle est prise quelques millisecondes en fait. Elle semble être prise quelques millisecondes et c'est le fruit de toute enfin c'est il y a pas mal de gens qui en parlent largement mieux que moi ou que finalement, ça pose la question du libre arbitre, que finalement on arrive très, très peu de libre arbitre, Mmh. alors que ce serait même une vision des choses, une sorte de concept, D'illusion? ouais, d'illusion, Ouais. heu, voilà, ce libre arbitre qui pourtant, fondamental dans le narratif de beaucoup de personnes, Bien hein. sûr. C'est mon choix choisi. Voilà, donc voilà, dans les accompagnements, je pense que c'est intéressant, d'aller justement, stimuler ces processus inconscients, ces Mmh. processus sous la Je suis conscience. d'accord. Et comme tu disais, alors c'est pas quelque chose que je fais en séance sur une séance. C'est-à-dire qu'il y a bon OK, vous allez prendre on est dans une hypnose très profonde et
puis vous allez maintenant réfléchir. Parfois, je le fais à votre problème et puis voir. Mais c'est plus quelque chose qu'on va stimuler en suggestion post-hypnotique pour que la personne, dans les jours, dans les semaines, dans les nuits, dans les rêves, dans les mois qui C'est viennent, super. ce processus puisse se faire, Mmh. puisse continuer. On va quelque part, finalement, juste paver le chemin de quelque chose qui pourrait se faire naturellement, mais Ouais, tu poses une graine, quoi. on pose une graine. Ouais. Exactement. Donc, ouais, le processus du changement, de la prise de décision, donc du changement, semble être quand même très inconscient. En tous les cas, pas forcément conscientisé. Et que, du coup, la prise de décision est nécessaire au changement. À un moment donné, ce qui dit changement dit à un moment donné, il y a une action et donc une prise de décision. Donc il y a ces processus-là, qui me semblent vraiment capital ça. Ouais, et tu sais, moi, j'aime toujours poser la question à l'envers parce que des fois, il y a d'autres choses qui émergent quand on pose la question dans l'autre sens. Mais qu'est-ce qui, selon toi, fait que certaines personnes n'arrivent pas encore à changer? Mmh. J'aime bien ton présupposé. Hem, Tu l'as repéré? oui, et il est intéressant parce que, ça place déjà la suggestion de changement. C'est presque plus facile à répondre, j'ai envie de dire, parce que c'est plus facile, d'identifier, je trouve, des formes de résistance que, que l'inverse. Bah, qu'est-ce qui fait que les gens, ont pas encore changé? Bah, je vais reprendre encore le timing. Heu, Tiens, toi qui es hypno, je reste un petit peu focalisé sur mes processus automatisés et inconscients. Quand tu vas faire une lévitation de main ou un phénomène hypnotique, idéomoteur visuel, le grand classique, c'est la main va monter toute seule, d'elle-même, sans aucune intervention, voilà, de votre part, et vous allez juste prendre plaisir à l'observer monter. Si la personne essaye de le faire consciemment, elle se focalise dessus, ça ralentit énormément le processus qu'Antoine Garnier appelle la livraison. J'aime beaucoup ça, la commande et la livraison. C'est-à-dire que, si on fait une commande, on va appeler ça comme ça, d'un phénomène hypnotique, de lévitation de main, et qu'on se fixe dessus volontairement, bah, pour la majorité des gens, ça va ralentir le processus. Ça va interférer avec les processus inconscients, je dirais. Ça va interférer avec, on pourrait colorer ça, par des termes comme lâcher prise, ou on pourrait dire, également que ça va interférer parce que le cortex antérieur, singulaire intérieur, oui, ou antérieur, enfin bref, les processus, du cerveau n'en peuvent pas se mettre en place, peuvent pas désactiver, désinhiber, enfin inhiber, pardon, je vais y arriver, certaines zones, en désinhiber d'autres, je vais y arriver. Bref, ça, on bloque ça. Il y a plein de processus comme ça qui marchent très bien, qui illustrent très bien. Dormir, je veux dormir, N'est-ce pas? je veux dormir, je veux dormir. Dans l'accompagnement, il y en a plein d'autres. Il y a, l'orgasme, il y a la créativité. Des processus, très automatisés qui sont étayés à travers une demande, c'est une commande, OK, et puis une attente qui va plus ou moins me livrer ce que j'ai demandé. Dans le changement, c'est un peu la même. Si je m'arc-boute, moi j'accompagne aussi en PMA, ou sur le stress. Si on s'arc-boute volontairement, à un moment donné, eh ben, il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est très important d'avoir, comme on le disait, spécifié nos envies, le pourquoi, le comment, d'avoir une vision claire de la mosaïque. Mais à un moment donné, trop vouloir va bloquer le processus sur lequel moi je crois, qui est le processus inconscient du changement, de la décision. Et quelquefois, en suggestion post-hypnotique, je vais poser quelque chose de cet ordre-là. Et OK, voilà ce qui va se passer. Dans les 3 prochaines semaines, vous n'allez absolument plus penser à ça. Vous allez être très occupé pour faire, et là j'ai pris des renseignements en amont, telle activité, telle activité, pour finalement relancer la personne dans quelque chose d'autre. Pour foutre la paix à ces processus automatisés. Pour en tous les cas favoriser ce travail inconscient.
Donc ce qui bloque, c'est trop vouloir, trop fixer, trop, la motivation est un excellent carburant, mais c'est aussi parfois le pire ennemi. Mmh, 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 mmh. Donc il y a voilà, c'est un dosage méticuleux entre, motivation, but motivationnel, connaissance, voilà, motivation, étayer tout ça et l'acceptation, donc je parlais de cette zone de confusion et c'est vrai, accepter une zone de confusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, bah, si je te dis: «Tiens, écoute pas le bruit qu'il y a là». Là, on l'entend, hein. On Mmh. l'entend maintenant, il y a un petit bruit de fond là, je te dis, mais si par exemple, je te dis: «À partir de maintenant, va faire très attention à chaque fois que tu dis une voyelle, chaque fois que tu vas identifier une voyelle». Bon, je t'attire sur autre chose, tu le sais très bien, c'est la base. Bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a cette idée de lâcher prise et comment on fait le lâcher prise? Bah, tout simplement, on peut très bien dire: «OK, tu es là, maintenant je fais confiance au processus. Pendant quelques semaines, quelques mois, je m'investis sincèrement dans autre chose». Avec un petit peu la croyance que: «OK, ça va faire son chemin». Mmh. Si on est un peu flippé, on peut dire: «OK, on revoit ça dans 1 mois, dans 30 jours, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois». Noyer ça dans quelque chose de long. Pendant 3 mois, j'ai 90 jours où je me fous la paix. Elle se répond plus presque à la première question qu'à la deuxième, genre. Mmh. Donc vraiment, voilà, l'aspect volontaire du moment dans la confusion, ça peut bloquer. Ce qui peut bloquer aussi, bah, c'est finalement, aussi de pas avoir travaillé du tout le sujet, hein. Dire: «Ouais, j'aimerais être, je sais pas, j'aimerais être hypno», mais en fait, bon, bah, pas du tout bosser le truc. Ça Mmh. peut être problématique. Donc il y a certainement d'autres choses, mais voilà, moi, à mon regard, en tous les cas, aujourd'hui où je regarde, dans le sens où je regarde, l'endroit où je regarde, ça ressemble plutôt à ça. Hyper intéressant parce que je crois que c'est la 1re fois que j'ai ce type de réponse donc c'est hyper riche. Merci beaucoup et pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Parce qu'il me semble que tu vas sortir un livre bientôt là, aussi qui peut peut-être intéresser, nos auditeurs. Si tu veux m'en parler un peu Alors, plus rapidement? moi, je n'ai pas de site internet du tout, donc on peut me retrouver si on me cherche pour de l'accompagnement, tout simplement, j'ai un Google My Business, voilà, tout simplement, à Pierre Piladetto Braida, tout simplement. Alors Pierre Piladetto Braida, tout simplement, je trouve que cette phrase, Oui. elle est un peu gonflée, ouais. De toute façon, je vous mets tous les Ouais, liens, en description bien sûr si vous voulez, contacter Pierre. pour le livre, oui, c'est, prendre une minute pour en parler. Donc c'est un livre que je sors, aux éditions Rêve Lucide, Mmh. qui s'appelle le Petit traité de gestion du stress à l'usage des gens pressés. Donc on en avait parlé, c'est une Clin d'œil, petit clin d'œil, au petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. je qui connais. Voilà, du coup, un très bon livre aussi, hein, que je que je recommande, hein. Donc du coup, ce livre, c'est un livre sur, la gestion du stress en urgence. Mmh. L'idée, c'était ça. C'était, on m'a dit, voilà, l'éditeur m'avait proposé de faire un livre sur la préparation mentale. J'ai dit: «Beh, oui». Il y en a plein, il dit: «Oui, oui, mais on voudrait un truc pour les gens qui veulent pas prendre du temps d'aller voir un préparateur mental, faire des trucs longs». OK, donc du coup, moi, depuis une dizaine d'années, j'ai collationné beaucoup, beaucoup de techniques Mmh. qui, dont l'objet, c'est d'être pratique, adapté et simple. Et la façon dont je les présente, c'est comme je faisais mes cours, c'est-à-dire, c'est pas un vade-mecum de technique, c'est des situations. C'est OK, on va partir sur 10, 12 situations classiques, qui sont liées, bah, préparation d'examen et en fait, moi, je pars toujours de la situation. C'est-à-dire, OK, voilà, je suis à 5 jours de mon examen et là, quand j'y pense, j'ai une boule dans le ventre, maintenant. Pas dans la journée, mais quand j'y pense, j'ai une boule dans le ventre, je suis pas bien, je commence à stresser. OK, il y a tel outil, tel outil, tel outil et puis voilà. Donc c'est des propositions d'outils et l'idée de l'éditeur, c'était ouais, c'est un bouquin qu'on a sur soi au cas où, et ça va jusqu'à quelques minutes, hein. On est parti de une semaine avant et puis on fait plein de situations qui se rapprochent de plus en plus de l'échéance et les dernières situations, c'est, bah, je rentre dans 30 secondes et là, j'ai un Qu'est-ce truc que qui je va pas. fais? Qu'est-ce que je fais? Donc voilà. Hyper intéressant. Je suis sûre que ça intéressera beaucoup de monde qui nous écoute, même moi déjà, personnellement. Heu
Donc merci beaucoup Pierre, pour ton partage, pour, tout ce que tu nous as offert aujourd'hui. C'était hyper enrichissant. J'espère que vous aussi vous avez apprécié cet échange autant que moi. Si c'est le cas, pensez bien à laisser une note 5 étoiles, un commentaire ou à partager du coup cet épisode avec, des personnes que ça pourrait inspirer et d'ici là, bien sûr, n'oubliez pas, le changement n'est que le reflet de ce que vous croyez possible de changer. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium. Merci Pierre. Merci Mona.